Il a une recherche aussi stylistique. Il met beaucoup l'accent sur les sensations, sur le fait, par exemple, voilà, de se piquer le doigt, d'avoir les pieds, la fraîcheur d'avoir les pieds dans l'eau, le son, un personnage qui marche sur un bout de verre. Et ça se finit sur une éponge, caresser une éponge qui rappelle un rêve de sanglier. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui à Kyoto dans un café qui s'appelle le Café Frosch. Bonjour Léopold Dahan. Bonjour, salut. Merci de m'avoir donné rendez-vous dans ce café. Alors pourquoi ce café déjà pour commencer ? Alors pourquoi ce café ? C'est mon repère, tout simplement. Vous n'êtes pas le premier à qui je donne rendez-vous ici. C'est au milieu c'est en plein Nishijin, c'est un des premiers cafés. Il se trouve que la patronne Sumi-san a commencé il y a 20 ans. À l'époque, c'était pas du tout la mode et même pas du tout envisageable en fait de retaper une vieille machiya, donc une vieille maison de Kyoto, et de faire un café à l'intérieur. Et voilà, c'est une des deux premiers cafés machiya du Japon, avec un autre qui est à Nara, paraît-il. Et c'est très agréable. Oui, donc nous sommes à Kyoto, je ne sais pas si j'ai déjà précisé. Et effectivement, ça a un rapport avec votre activité, car vous êtes traducteur donc, du japonais vers le français. Et alors une fois n'est pas coutume, mais je profite donc de ce voyage au Japon pour faire 2 épisodes précisément sur le thème du manga. Et donc grâce à vous, nous allons creuser des mangas. Alors le Gekiga, déjà, je voulais vous demander, parce que j'ai vu ça dans votre bio, j'ai vu que c'était un peu votre spécialité. Et alors comme là on ne s'adresse pas à des spécialistes, donc je voulais vous demander qu'est-ce que c'est ce fameux Gekiga. La très dure, difficile question. Avec vos mots. Avec mes mots. Alors, le Gekiga, je pourrais avoir la réponse de l'universitaire parce que c'est sur un sujet sur lequel j'ai travaillé justement quand j'étais en arrivant à Kyoto en 2014. J'ai commencé en étant étudiant-chercheur à la fac de Seika, qui est une fac qui travaille avec le musée du manga de Kyoto et qui ont le premier pôle universitaire en fait consacré au manga du Japon et donc du manga. Il se trouve que donc, le Gekiga, c'est un courant du manga qui est né dans les années 50, où on va en fait beaucoup s'inspirer, par exemple, des romans noirs et du cinéma français de l'époque, du cinéma policier, pour proposer aux enfants des histoires avec, par exemple, peut-être plus sombres dans le sens où il n'y aura pas forcément de fin heureuse. Les histoires se déroulent souvent dans les bas quartiers, ça se passe de nuit, très influencé comme ça aussi par l'expressionnisme allemand dans les angles de vue, par exemple Nosferatu, tout ça, dans la mise en scène du cinéma allemand. Mais pas. Après, là je donne plus. Je vais plus dans les détails, mais ça reste quand même du divertissement. Ça a toujours été du divertissement, le Gekiga, en tout cas à l'origine. C'est pour s'adresser mais en proposant une alternative aux petits-enfants debout sur des dinosaures, sur des îles au trésor. Voilà. Oui, là, moi chose de plus, j'avoue, alors je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais je suis pas très réceptif au style... Voilà, je vais pas citer de nom, mais on va dire il y a des mangas qui ont beaucoup de succès en France notamment, et qui me parlent pas trop, mais le Gekiga, j'ai l'impression que j'ai plus d'atomes crochus. Et notamment, alors là j'ai visité, puisque donc nous sommes à Kyoto, un temple Sanjusen Gendo, et ça m'a rappelé que j'avais lu, alors je pense que c'est pas vous qui l'avez traduit, mais je voulais quand même en parler 2 secondes, c'est L'âme du Kyudo de Hiroshi Shirata, qui est paru chez Delcourt. Et alors ça, je me suis souvenu d'avoir lu et j'avais adoré ce truc-là. Ça, c'est du Gekiga. Hiroshi Shirata, donc grand nom du Gekiga. Donc, oui, en fait, c'est d'ailleurs Tokushige Kawatatsu qui en parle comme ça, et en fait sa définition est très bien. C'est donc l'auteur de Tokyo Blues et La voleuse de chiens en Anthropocène qui en parle, et donc vous avez ce Gekiga comme ça qui sert de traiter de sujets plus sombres, et ensuite, par extension, va s'adresser à un public plus adulte. Et Hirata en est un des très grands noms. Et donc un Gekiga magazine grand public, commercial. Et de l'autre côté, qui va être ce qu'on appelle plus, du coup, de notre côté du globe, par exemple, le roman graphique. Donc ça va être plus une approche où l'auteur va plus, une approche plus personnelle, où il n'y a pas forcément de contraintes au niveau en tout cas de forme commerciale. Donc ça va être beaucoup plus, on va pouvoir parler de soi, ça va parler d'autobiographie, ou avoir un style beaucoup plus libre, moins formaté.
et plus, ce qu'on appellerait, plus artistique en fait, tout simplement. Et à côté de ça, vous avez le gekiga classique. Donc, ce qu'on entend par gekiga au Japon, en fait, c'est ça, c'est simplement c'est un graphisme beaucoup plus réaliste et des histoires de mecs qui se tapent dessus la plupart du temps. Donc côté hard-boiled, détective privé ou pas. Et moi j'étais persuadé que c'était des romans historiques, enfin des BD historiques. Donc, comme quoi, il peut y avoir ce côté-là historique si il se trouve que l'histoire se passe par exemple à l'époque Edo, oui ce serait les samouraïs, mais ce serait comme l'âme du Kyudo, donc une compétition d'archerie. Ce magnifique temple. Mais et juste dernière question pour les termes, puisque voilà on construit le cadre de notre discussion. Oui, tout à fait. Alors c'est quoi la différence avec seinen? Parce que moi, c'est un terme que j'entends souvent en France là, Alors ça se recoupe, mais ça dépend des sens que vous mettez au mot, parce que le sens qu'on donne à gekiga au Japon maintenant, on va dire que c'est un pan du seinen, c'est un genre à part entière du seinen. Voilà. Donc ça s'adresse aux hommes. Ce sont la plupart des histoires, donc des histoires soit de malfrats, ou de KPDP, mais voilà, souvent des univers mine de rien très masculins, avec un graphisme assez réaliste, souvent violent, avec souvent des scènes de sexe aussi beaucoup. Donc c'est un pan particulier du seinen qui est on va dire plus, qui s'adresse plus, en tout cas le marché éditorial au Japon va être plus sur les quarantenaires, cinquantenaires que le seinen qui est plus qui est plutôt public mine de rien plus. Voilà. Alors, donc on va dire 20 ans. Gekiga, drame réaliste pour adultes. Voilà. Consentant. Pour adultes consentants ou pas d'ailleurs. Mais sur le sens auquel on l'entend en France, ça va être plus tout simplement du manga d'auteur en fait, dont Tokushige Kawatatsu se réclame. Donc ça va être, on va une approche plus personnelle du média et surtout moins formatée, parce que comme vous le savez comme le cinéma d'ailleurs, le manga est une industrie, en tout cas pour son pas en grand public, très formatée avec des codes à respecter. Ce qui n'est pas le cas dans le gekiga, dans le manga d'auteur, on va dire. Ouais, c'est plus libre. Alors, effectivement, vous avez mentionné 2 fois Ah oui, donc Tokushige Kawakatsu. Alors, je le lis parce que je risquais d'écorcher son nom. Et alors, ça me donne l'occasion de remercier Stéphane Duval, donc, qui est l'éditeur du Lézard Noir en France, qui nous a mis en relation. Donc merci Stéphane. Merci Stéphane. Et effectivement, donc au Lézard Noir, Tokushige Kawakatsu, vous avez déjà donc traduit 2 ouvrages, l'un qui s'appelle Tokyo Blues, et celui que j'ai sous les yeux, que vous avez eu la gentillesse d'apporter, qui s'appelle La voleuse de chiens en anthropocène. Alors, on va commencer par Tokyo Blues. Alors, comme son nom l'indique, Tokushige, c'est un Tokyoïte. C'est un Tokyoïte pur et dur, donc ce qui est en fait mine de rien, pas assez rare, mais voilà, il est vraiment du Tokyo intramuros, il a grandi, il avait toujours vécu là-bas. Il est assez jeune, donc à l'époque de Tokyo Blues, il devait avoir 28 ans, quelque chose, il doit avoir à peine 30 ans ou 31 ans. Et c'est un lecteur compulsif de manga en général, mais particulièrement de manga d'avant-guerre, d'après-guerre aussi, et moi c'est en discutant avec lui, c'est comme pour la musique, à partir des années 70, ça commence à arrêter de l'intéresser. Voilà. Mais voilà, c'est un précieux passeur en tout cas de manga, d'auteurs oubliés, et il est également dessinateur et auteur de manga. Et quand on a toutes ces références, ces bandes dessinées, c'est un véritable condensé de toutes ces influences remis à l'ordre du jour. Donc c'est actualisé, contemporain, avec sa lecture, et c'est très très intéressant. Alors vous avez quelque chose d'intéressant, c'est que vous êtes en relation avec cet auteur, donc quand vous le traduisez, est-ce que il vous arrive de lui poser des questions de traduction? Alors ça, jamais. Mais par exemple pour ce volume, à un moment, il y avait, par exemple, je lui ai demandé le sexe. Il y a un sanglier, à un moment, une histoire, la première histoire où il y a un mélange pareil entre rêve et réalité, où il y a un sanglier. Je voulais savoir si c'était une femelle sanglier ou un mâle sanglier. Et finalement, on est resté sur la feuille. Il m'a dit j'y ai pas pensé, donc fais ce que tu veux, je te laisse faire. Et à un moment aussi,
Il y a un poème de... Il y a une histoire préférée d'ailleurs qui est très très courte, qui est un poème de Prévert qui s'appelle La Hotte, donc la hotte pour aspirer au-dessus de la cuisine. Et il y a un paquet de cigarettes qui était Winston, et le nom du paquet de cigarettes dessiné ne correspondait pas au nom du paquet de cigarettes dans la bulle. Et du coup, je lui ai dit, mais là, c'est pas les mêmes. Oh, c'est vrai, j'avais pas fait attention. Fais ce que tu fais, corrige que. Enfin, d'accord. Je m'en fous, quoi. Fais ce que tu veux. Je te laisse corriger, quoi. Et donc, oui, non. Effectivement, l'expérience pour demander. Enfin, des fois, les auteurs sont décédés, mais quand ils sont encore vivants, jamais demandé. En tout cas, pour la traduction à proprement dit, j'ai jamais demandé d'informations. Il m'arrive par contre, comme par exemple pour quand je suis également en charge de l'appareil critique, là par contre, je suis en contact avec les auteurs, je parle aux auteurs, souvent je fais des interviews. Donc il y a Les Arts Noirs, donc Charivari, où il y a une interview de Sasaki Maki à la fin que j'étais allé faire chez lui. Et un autre merci à Stéphane pour m'avoir laissé faire ça. J'avais carte blanche totale, c'est ma première traduction. Alors comment on devient traducteur Là, ça dépend un peu des enfin, chacun a son parcours individuel. Moi, le manga, j'y suis arrivé complètement par hasard. Il se trouve que donc, je faisais des études de langue et j'ai dû, en master, traduire une œuvre courte. Et il se trouve que la seule chose que j'avais à disposition chez moi, en japonais en tout cas, c'était les mangas de Tsugeyoshi Haru. Donc ils sont édités en France chez Cornelius, et des essais de Tsuge, donc c'est pareil, justement un journal intime. Et j'ai proposé le journal intime à ma professeure, donc je me disais, c'est un texte du coup, pas un manga. Et elle m'a dit, oh mais ça n'a aucun intérêt littéraire, trouvez autre chose. Du coup je lui ai proposé le manga qui avait à côté. Ah, manga, mais pourquoi vous n'avez pas demandé un manga direct pour un problème de légitimité? Aucun problème, allez-y, foncez. Et c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Enfin, le premier pas, c'était comme ça, une traduction un peu sauvage de Tsuge en master. Et ensuite, les débuts professionnels, c'est grâce à Aurélien Estagé, qui est un cher ami et qui m'avait demandé de l'aide sur une série qui devenait très pesante pour lui au niveau. En tout cas, pour le temps que ça lui prenait, il m'a demandé de faire le premier jet, ensuite de passer après, enfin qu'on le fasse à deux. Et donc j'ai commencé là comme ça là-dessus, et ensuite j'ai enchaîné sur d'autres séries. Et donc ça c'est pour les mangas donc qui vont être plus commerciaux, les grands éditeurs. Et pour le Lézard Noir, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, donc Charivari avec Stéphane. Je suis allé le proposer. On était dans un café au sous-sol à Umeda, je m'en souviens, donc une gare à Osaka. Et il m'a dit oui, très bien, très enthousiaste. Donc je leur remercie. Éternelle reconnaissance pour ça. Et ensuite, voilà, ça a commencé par des propositions. Pour Tsuge également, c'est à Cornelius. Je leur ai dit que j'ai toujours rêvé de le traduire. Et ensuite, le courant s'est inversé. Maintenant, c'est plutôt on me propose et j'essaye d'accepter. En fonction de mon emploi du temps, bien sûr, mais oui, c'est dans l'autre sens. Et en général, c'est des... Oui, parce que dans le manga, on pense beaucoup aux séries parfois qui sont très longues. Voilà, exactement. Alors, donc, par exemple, une série... une des séries les plus longues que j'ai fait... Enfin, j'ai fait 48 moins 33, je suis très mauvais en maths. Mais donc, qui est une bonne grosse douzaine d'épisodes d'Initial D, qui est un manga de street racing au Japon. Donc, au Japon, c'est... Justement, c'est un seinen. Donc, tout le monde connaît. C'est des courses sauvages sur les routes de campagne au Japon. Alors, Initial D, l'auteur, comme il s'appelle, Shigeno. Shigeno, pardon. Oui, Shigeno. Donc, en Occident, c'est surtout connu pour le dessin animé, l'adaptation dessin animé. Mais voilà, au Japon, il y a des machines de pachinko à Initial D. Enfin, c'est extrêmement connu. Et c'est très agréable d'avoir quelque chose. Ça se passe à l'époque contemporaine. C'est des dialogues, c'est des jeunes qui parlent entre eux. Donc, à traduire, c'est plutôt agréable. Non pas qu'il y a des traductions qui sont moins agréables que d'autres, mais il y en a certaines où on est vraiment complètement sans filet et lâché au milieu de... C'est-à-dire que... en tout cas, moi je me dis que je risque d'avoir du mal sur une traduction, c'est quand je commence à demander à des amis japonais, enfin un panel de lecteurs ici, et que personne n'est capable de me donner une réponse. On me dit, je ne sais pas qui parle.
Je ne sais pas combien ils sont, un homme, une femme, je ne sais pas. Et alors ça, c'est dans le langage justement d'aujourd'hui plutôt ou les souvent justement, donc les mangas, on va dire pas les plus retors, mais ceux qui en tout cas qui m'ont plus le plus de temps, c'est justement, il se trouve par un étonnant mystère, c'est surtout des mangas des années 60-70 que j'ai fait et qui prennent beaucoup de temps. Parce que vous avez la distance culturelle certes, mais ça va. Enfin, habitant au Japon depuis longtemps, ça va. C'est surtout la distance temporelle. Et donc oui, ça prend du temps pour être sûr de pouvoir transmettre au lecteur la même impression. Ça prend plus de temps, alors que là, c'est... Oui, parce que c'est vrai que le manga, bon, c'est quand même une langue très parlée, quoi. C'est de la conversation. En particulier, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, donc, dans le cas d'Initial D, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc c'est formaté, c'est-à-dire c'est un studio de production, c'est relu, vous êtes censé comprendre en un instant l'info qu'il y a dans chaque bulle. Il y a zéro place au doute. Voilà, c'est aller droit au but, on doit comprendre, et ça avance, et arrive à la fin, et on termine le tome d'après. Alors que par exemple, quand vous preniez, que ce soit Tsuge, Suzuki Oji, ou même Tokushige Kawakatsu, au contraire, il faut traduire tout ce qui n'est pas dit. C'est tous les non-dits qui sont le plus important, c'est le négatif en fait qu'il faut donner à voir, et donc c'est pas du tout le même travail. Oui, parce que dans la BD en général et dans le manga en particulier, il y a quand même une économie aussi de texte. Exactement, tout à fait. Il faut aller droit au but. Oui. Oui, je voulais revenir sur Tokushige parce qu'on avait commencé avec lui. Oui. Et vous nous avez donc donné 2-3 anecdotes sur l'Anthropocène. Oui. Mais sur Tokyo Blues, oui, c'est vraiment sa vision à lui d'un Tokyo contemporain, parce qu'on a dit que c'était un spécialiste donc des années plutôt 70 côté manga. Mais son Tokyo Blues, c'est un blues du 21e siècle ou... Oui, tout à fait. Oui, c'est un spleen assez contemporain. Il a un côté aussi très romantique, qui me parle pas mal, qui me parle beaucoup. Ce qui est bien, c'est que voilà, comme il a digéré toutes ces références et pour les ressortir quelque chose de mine de rien, très actuel, quoi. En particulier l'histoire titre qui a été dessinée en sens occidental. On a fait beaucoup de promotion, la promotion en tout cas japonaise était axée sur le fait que c'était de la nouvelle vague en manga, en français dans le texte japonais, nouvelle vague. D'accord. Et c'est une assez bonne idée, je trouve. Il y a vraiment ce côté-là. Ah oui, alors donc la nouvelle vague. Comme la nouvelle vague, comme ça, en tout cas au cinéma, connaissait le cinéma et on a fait quelque chose de nous a apporté une nouvelle approche. J'ai l'impression que Kawakatsu il fait vraiment ça. Il disait aussi, je sais pas s'il a écrit quelque part, qu'il faisait des remixes en fait, comme de deux anciennes chansons, les mixe ensemble pour avoir une nouvelle version, quoi, un peu plus longue, différente. Son approche comme ça que je trouve très intéressante, et il s'est pas encore trop lancé dans le disque. Il a quelques adaptations littéraires, mais il n'a pas encore d'histoire longue vraiment. Mais oui, c'est un auteur très prometteur. Il y a des histoires qui sont frappantes de maîtrise encore. Donc les deux ouvrages, que ce soit La voleuse de chien en Anthropocène ou Tokyo Blues, ce sont des recueils de nouvelles. Exactement, ce sont des petites nouvelles. À nos auditrices et à nos auditeurs. Parfois plus ou moins longues, donc ça peut faire 2 pages ou une cinquantaine de pages. Ça dépend. Et il a une recherche aussi stylistique. Il met beaucoup l'accent sur les sensations. Sur le fait, par exemple, de se piquer le doigt, d'avoir les pieds, la fraîcheur d'avoir les pieds dans l'eau, le son. C'est vraiment très très. Regardez, un personnage qui marche sur un bout de verre. Et ça se finit sur une éponge. Caresser une éponge qui rappelle un rêve de sanglier. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Et qui en plus, qui est un peu plus jeune que moi et qui est très accessible. Donc je répète une dernière fois son nom, Tokushige Kawakatsu. La jeune garde prometteuse du manga d'auteur. Les Arts Noirs. Bon, celui-là j'avais promis qu'on en parlait, mais vous en avez amené plein d'autres. Et alors notamment, il y a un nom que... Alors je sais pas si on prend dans un ordre chronologique ou... dites-moi lequel vous... Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas... puisqu'on est toujours chez le Lézard Noir, il y a d'autres... pareil, donc...
Stéphane, dans son grand enthousiasme, pour sortir des mangas qui n'ont jamais été ressortis au Japon. Vous avez par exemple de Shinobu Kaze, un recueil qui s'appelle Violence and Peace, qui est sous influence, un auteur japonais donc qui a jamais été très connu au Japon, mais qui est une influence assez criante des auteurs occidentaux, Druy est en tête, qui est complètement barré aussi. Ce sont des histoires courtes. Donc d'horreur, de science-fiction. Donc là, ça, c'est ce qui est intéressant, ça n'existe. Voilà, ça n'a jamais été réédité ailleurs qu'en France. D'accord. Tout simplement. Donc c'est une rareté. Oui, c'est une rareté. On a l'illustration de quatrième de couverture. Je suis allé la scanner dans un vieux magazine. Au Japon, dans les années 80, vous aviez la mode du spiritisme. Donc un vieux magazine qui s'appelle Medium, consacré au spiritisme, et il dessinait là-dedans. Voilà, publication. Oui, parce qu'alors on peut donner 2 secondes le mode de publication du manga au Japon, parce que c'est vrai qu'en France, nous, on va en librairie, ou alors là où se vendent les livres en France, c'est-à-dire en grande surface, librairie ou maison de la presse, peu importe, et on achète des livres. Et oui. Alors au Japon, le manga, on les lit dans les magazines et on les jette. Donc on les jetait en tout cas. C'est un peu comme le Picsou Magazine, comme on avait. Journal de Tintin, journal de Mickey, voilà, il y a ce côté-là qui existe encore, parce que en fait, comme chaque volume fait 250 pages, comme 300 pour les plus gros, au bout d'un moment, vous pouvez, physiquement, à moins d'avoir un hangar chez soi, on peut pas les garder. Le manga a commencé, et c'est toujours d'ailleurs le cas. Donc, en France, on appelle ça cours retournant des magazines de pré-publication, mais au Japon, c'est des magazines les mangas se lisent dans les magazines. D'accord. Et ensuite, pour les séries à succès, évidemment, celles qui ont eu le chance d'être en volume relié après, en série reliée, donc les gens les achètent aussi en série reliée, mais c'est avant tout, c'est un média, c'est un feuilleton. Principalement. Encore aujourd'hui, je ne veux pas trop m'avancer sur les derniers chiffres, mais en tout cas, juste une dizaine d'années avant, c'est avant tout, c'est ce qu'on avait nous au 19e siècle, les feuilletons littéraires. Voilà. Maintenant, là, avec les feuilletons télé, Netflix. Et peut-être de plus en plus sur téléphone, non? Parce que dans le métro, là, j'ai vu beaucoup de gens. Oui. Et bon, de manière un peu indiscrète, je regardais ce qu'ils disaient des mangas. Et j'avais l'impression que pas mal de gens étaient sur des mangas. Oui, c'est amusant parce qu'au Japon, un marché prend pas à l'autre. C'est 2 marchés qui sont parallèles. C'est les gens qui lisent papier lisent aussi manga, et il n'y a pas un effet de trop de vases communicants. Et alors justement, vous m'aviez amené. Alors ça, c'était une republication, un tout petit livre là. Ah voilà. Alors ça ressemble à ce que j'ai sous les yeux, que je décris à nos auditeurs, qui est un petit manga. Tout petit, voilà, format poche. Moins 30% par rapport à la taille en France peut-être. Et alors c'est d'autant plus intéressant que là, pour le coup, en français, il s'agit donc effectivement de Hayao Miyazaki. Donc Miyazaki, grand nom de l'animation, du cinéma, que tout le monde connaît en France évidemment. Et c'est un livre qui s'appelle Le Voyage de Shuna. Et alors donc au Japon, c'est vrai que c'est un tout petit livre assez anodin. Alors qu'en France, on en a fait une BD reliée, couverture rigide. Attention, c'est le maître. Beau livre. On a fait un beau livre. Miyazaki a droit à un beau livre. Communément un beau livre. Alors que la version japonaise est minuscule, les couleurs sont lavées, il y a des textes qui sont illisibles, c'est très mystérieux. Et paraît-il que ça s'explique du fait que Miyazaki, n'en a, pour le dire poliment, n'en a absolument rien à faire de cette œuvre. Et on ne sait pas pourquoi, mais il y a eu un feu vert, il y a l'année dernière ou il y a 2 ans. Et donc pour une version anglaise et une version française aussi, du Voyage de Shuna, donc qui ont été enfin réédités. Et ça existe en dessin animé, ça, le Non, il n'a jamais été. Mais en fait, ce qui est très intéressant pour les amateurs de Miyazaki, c'est que vous avez déjà tous ces thèmes, que ce soit la princesse Mononoke, la Nausicaa ou la vallée du vent, il y a tous les thèmes comme ça qui sont déjà en gestation. L'écologie, notamment. L'écologie, tout à fait. Et en exercice de traduction, pour revenir au thème au thème du jour, tout à fait. C'est plus un livre d'images qu'un manga, même s'il y a quelques bulles par moment.
Mais c'est avant tout, enfin moi j'ai vraiment l'impression que c'est avant tout un livre d'images, donc l'exercice est un peu différent parce qu'en fait quand vous traduisez du manga, la plupart du temps vous êtes avant tout dialoguiste, parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Et onomatopiste, ça se dit? Onomatopiste, professionnel, oui. Ouais, tout à fait. Parce qu'il y en a des whiz et des voilà, des blocs et des plings, je sais plus la chanson de Gainsbourg. Là. Oui. Whiz. Viens faire des bulles, viens faire des. Et donc c'était un exercice très intéressant donc de coller au texte, enfin quelque chose de plus plus littéraire, moins d'adaptation. Là on est dans un univers qu'on dirait jeunesse en France, oui, pour reprendre des catégories éditoriales. Ça correspond, oui. Même si c'est assez sombre, oui ça me semble pas une aberration. Je suis assez content de la traduction, ce qui est assez rare. Surtout que je suis quand même. Je me suis très peu éloigné du texte original. Pression du nom oblige. Il y a peu d'initiatives, mais c'est un œuvre qui a été très bien reçue. Donc ça c'est Hayao Miyazaki, le très bien connu. Et le livre, donc, la BD s'appelle Le Voyage de Shuna. Et c'est Sarbacane, l'éditeur. Voilà, tout à fait. C'est bien parce que là on a des noms de maisons d'édition qu'on n'entend pas tous les jours. Oui, tout à fait. Le Lézard Noir, Sarbacane, ça c'était Kazé, le tout premier, la Initial D. Voilà, ça aussi c'est Kazé. Alors un autre éditeur, parce que Sarbacane qui ne fait pas que du manga, vous avez également les éditions Atrabile. Atrabile, oui, ça c'est bien aussi. Atrabile. Pour lesquels je suis. Qui sortent de temps en temps des mangas. Qui me font l'honneur de me laisser faire aussi. J'ai pas mal carte blanche avec Atrabile également. Donc il y avait La fille à la moto de Oji Suzuki, donc, qui était peut-être la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à traduire, parce que justement on n'a rien à s'accrocher. Le japonais étant une langue où vous n'avez ni féminin, ni masculin, ni pluriel, vous n'avez pas de futur, c'est très difficile, c'est une langue contextuelle. Et là le contexte étant tellement pas flou, mais si volontairement flou, c'est quelque chose de très vaporeux. Et donc pour traduire, c'était c'est un exercice, on va dire, intéressant. C'est vrai, vous avez dit le japonais est une langue contextuelle. Alors, moi je parle très très peu japonais, très mal, mais il m'arrive d'être avec des japonais et de sortir un mot en japonais comme ça qui me revient. Et là tout de suite, j'ai l'impression d'être compris. Ou là j'ai plein d'éloges en japonais. Alors, c'est par gentillesse aussi, mais c'est vrai qu'il suffit parfois d'un mot pour... Et ça suffit. Alors quoi. voilà, c'est quand ça vous que j'ai envie de dire. Oui, tout à fait, mais quand vous avez des mangas comme ça, où il y a un studio de production chez les grands éditeurs, quand vous avez un mot, vous savez, c'est dessiné pour que vous sachiez exactement qui l'a dit, en s'adressant à qui, pourquoi il a dit. Et là, c'est exactement l'inverse. On vous laisse interprétation libre totale. Mais alors, et le français qui est quand même une langue, en revanche, alors c'est pas l'allemand en termes de précision, etc., mais c'est quand même... On aime bien les périphrases parfois pour rendre une idée ou pour... Donc, il vous arrive d'avoir de deux mots à devoir faire deux phrases ou comment ça se passe? Alors moi, je coupe rarement, je mets rarement des points dans les bulles, justement pour une question de fluidité. Des fois, il n'y a pas le choix, mais oui, ils avaient comment je pourrais dire, un coefficient de dilatation, c'est-à-dire ça va être un peu plus long en français. Forcément, c'est japonais, une langue très précise, c'est-à-dire en vraiment très peu de mots, vous pouvez réduire le faisceau pour avoir une densité presque laser sur ce que vous voulez dire, en très peu de signes, en très peu de mots. Alors qu'en français, ça va forcément prendre beaucoup plus de place, de restituer la même idée en tout cas. Oui, parce que je sais que pour la langue anglaise, en gros, c'est plus 20-30% en moyenne. C'est peut-être la même chose, grosso modo. Je ne sais pas si ce genre de pourcentage existe. C'est une langue contextuelle, donc tous les niveaux de langage, donc vous passez avec les particules, avec les suffixes, voilà, comment essayer, comment je pourrais dire, en colorisant un peu le vocabulaire pour rendre des nuances qu'on ne pourrait pas retrouver. Mais c'est comme ça, c'est un exercice, j'allais dire, d'équilibriste, en trouvant le bon. Alors ce qu'on n'a pas pu rendre là, on essaie de
de retomber sur nos pieds un peu plus tard ou un peu avant. Voilà, c'est comme ça des calculs de vases communicants pour qu'à la fin la somme soit nulle entre les deux versions. Mais oui, c'est le traducteur traître, oui, je souscris oui. tout à fait. On est obligé de... oui, forcément, en tout cas pour rendre. Et une autre contrainte, souvent moi, étant donné, j'évoquais tout à l'heure la distance historique et culturelle, c'est souvent les notes et que j'essaye d'éviter au maximum. Et donc l'approche, c'est-à-dire si le lecteur étant équipé d'internet, c'est-à-dire moi je mets toutes les infos, après les curieux peuvent aller chercher. Mais... Et donc, oui, la distance, Oji Suzuki, La fille et la moto, c'était les années 70 aussi, c'est ça? 60-70, oui. Voilà, c'est un livre qui part jusqu'aux années 80, mais voilà, ça parle de la culture, des cafés jazz à Shinjuku dans les années 60. Ça tombe bien que ce soit un sujet qui me plaise. Mais... oui, aujourd'hui, c'est voilà, Shinjuku a bien changé. Faut chercher. Faut aimer. Parce que... D'ailleurs, je suis passé à Homoide Yokocho, qui devait typiquement être quelque chose des années 70, j'imagine. Et aujourd'hui, c'est vraiment Instagram, c'est un truc touristique. Ça ne m'étonne pas. On sent que ça n'a plus vraiment d'existence réelle. Alors, il y a une question que je pose souvent aux écrivains, aux traducteurs, c'est quand vous travaillez, est-ce que vous écoutez de la musique? Alors, je dis pourquoi je vous pose cette question, c'est parce que j'ai pas le droit de diffuser des œuvres dans leur intégralité, mais j'ai le droit de diffuser des extraits. Et si jamais... déjà, première question, est-ce que ça vous aide à vous concentrer la musique? Ça dépend des moments, mais oui, souvent je travaille en musique. Alors, deuxième question, est-ce que vous auriez une musique à nous conseiller? Ça dépend. Là, il y a à chaque auteur sa bande originale. Le voyage de Shuna n'a pas une bande originale que La fille à la moto, ni que Kuniko Tsurita, ni que Tokushige. Tokushige, j'écoutais beaucoup Stevie Wonder, par exemple. Voilà. C'est une de ses recommandations aussi. C'est lui qui m'a mis sur la piste. Alors ça j'aime. Voilà. Et par exemple de Stevie Wonder, Superstition. Eh bien, nous allons écouter du Stevie Wonder, mesdames et messieurs. Very superstitious, writings on the wall. Et je pourrais aussi vous transmettre, je sais pas si elle est publique, mais j'ai fait une playlist de toutes les musiques qui sont évoquées dans les œuvres de Tsuge. Voilà, donc ça sera plus années 50, années 60, classique, même parfois avant-guerre, donc les chansons japonaises. Mais il y a une chanson de Donovan, parce que Lavis, donc l'œuvre emblématique de Tsuge, a été adaptée pour la télévision, un téléfilm dans les années 70, par la NHK. Il se trouve que le générique, mystérieusement, c'est une chanson de Donovan. Merci pour ces conseils musicaux. Je voulais continuer avec Atrabil. Vous nous avez amené Jouer au loup. Tout frais, à peine sorti de la presse, de Kuniko Tsurita, qui est une autrice. Kuniko, donc oui, c'est une autrice. Voilà, une autrice. Un prénom féminin. Donc, c'est rare les autrices de manga, non? Oui, tout à fait. Dans ce genre-là, plutôt. Oui. Et c'était la première collaboratrice du magazine Garo, et une des plus fidèles. Alors qu'est-ce que c'est que ce Garo? Parce que moi j'en entends parler tout le temps. Garo, je ne sais pas si vous avez vu là. Il y a une grande exposition qui s'est ouverte à Paris au musée, au centre Pompidou pour les Parisiens et pour ceux qui auraient l'occasion de passer à Paris. Allez-y parce qu'elle est vraiment super. Et effectivement, il y a du Garo. Qu'est-ce que c'est que ce Garo? Alors Garo, c'est ma spécialité. En tout cas, les 10 premières années d'existence du magazine. C'est pour le faire vite, en fait, c'est le premier magazine de manga indépendant du Japon, au Japon. Et c'est aussi, ça a été dans les années 60 en particulier, un vivier de talents, comme ça, de jeunes mangaka qui ont souvent aidé à faire progresser le médium, en tout cas quand ils n'ont pas peut-être révolutionné, mais en tout cas vraiment défriché, comme par exemple Tsuge. Et c'est ce magazine, donc sans ce magazine-là, beaucoup d'auteurs n'auraient jamais trouvé d'autres endroits en fait où faire publier leurs histoires. Donc voilà, il a un rôle
il est d'autant, comment dire, son rôle est aussi important que son succès commercial était presque inexistant. Il y a un déséquilibre. D'accord. En termes d'influence, Ouais, il y a eu une influence. tout le monde connaît les classiques. Oui. D'accord. Et ça a duré combien de temps, cette aventure? Garo, ça se termine dans les années 90 à la fin, mais le cœur, le moment en fait, et ça correspond en fait, c'est vraiment quelque chose de, ça va avec l'époque, ça correspond aux années 60, 70. Et vraiment le cœur du rôle de Garo, enfin les endroits où il y a le plus d'innovation, c'était à ce moment-là. Et après, ça a aidé aussi, dans une certaine mesure. Alors, j'irai pas jusqu'à dire est-ce que le manga contemporain aurait eu la même forme sans Garo, mais il y a pas loin, parce que par exemple un des plus grands magazines de manga, enfin encore en publication aujourd'hui, qui s'appelle Big Comic, a été créé justement parce que Garo a refusé de se faire acheter. Voilà, donc c'est ce moment-là en fait où le manga commence à s'adresser à des personnes plus âgées. Donc voilà, la vingtaine, ou la naissance du seinen en fait, donc, où le marché prend la forme qu'il a encore aujourd'hui, où il y en a pour tous les âges. Et donc c'est pile à ce moment-là où il y avait toutes ces expérimentations qui ont permis d'ouvrir l'éventail des possibilités du milieu. C'est vrai que le manga, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment comme la BD, on va dire, franco-belge aujourd'hui. Ça traite tout. Voilà. On peut avoir du manga scientifique, du manga, je sais pas, historique, du manga. Et comment dire, est-ce que l'éventail, je sais pas si l'image. Un éventail comme ça qui était à peine ouvert dans les années 50, c'est-à-dire divertissement pour enfants, le Gekiga qui ouvre un peu plus en disant toujours divertissant, toujours pour enfants, mais des sujets un peu plus sombres, un traitement un peu plus réaliste, moins infantilisant. Et à partir, donc dans les années 60, vous avez Garo, donc il y a les premiers, enfin officiellement les premiers mangas autobiographiques, avec Tsuge par exemple qui innove beaucoup là-dessus, et ça va faire appel d'air avec toute notre génération d'auteurs après. Et à partir, pour moi, c'est à partir du début des années 70, vous avez l'éventail, il est pratiquement tout à fait ouvert, après ça se fasse décliner. Donc voilà, on peut effectivement parler tout en manga pour tous les âges, et c'est la forme que le marché a aujourd'hui, enfin que l'industrie a aujourd'hui. Non, je vous ai coupé, je suis désolé. On parlait de Kuniko Tsurita et de Jouer au loup. Il y a déjà une couverture très psychédélique. Moi, je suis un petit peu là, le hypnotisme sous les yeux. Beaucoup ce qui a fait Atraville pour la couverture. C'est très beau. Ouais, et la réinterprétation du. Et alors, donc ça aussi, Jouer au loup, en fait, ce sont des histoires certaines histoires ne sont même pas sorties au Japon. Elles n'ont jamais été publiées au Japon, c'est-à-dire elles sont publiées en français pour la première fois. Je suis allé chercher je suis allé scanner les histoires chez le veuf de Kuniko Tsurita, donc qui est décédé trop tôt à 37 ans dans les années 80. Et donc il y a des histoires complètement inédites, et c'était là, je pense les francophones en tout cas ont un panel absolument un peu plus complet de son œuvre pour savoir qui c'était, quel rôle elle a eu dans l'histoire du manga, et pourquoi, et comprendre en creux pourquoi aussi elle était complètement oubliée, parce qu'elle rentrait dans aucune case justement. Oui, j'en profite pour dire que la France est peut-être l'autre pays du manga. Le Japon évidemment number one, mais la France est numéro 2 dans les années 2020, donc ça tombe avec, c'est le bon moment. 10 ans plus tôt, ça aurait été trop tôt. Là, c'est effectivement, le marché, enfin le lectorat est prêt en fait. Le marché est mûr. Voilà, exactement. Vous nous avez amené encore 2 autres propositions. Là, je vois le chat noir. On change de maison. On change de maison, donc c'est IMHO. Ah, IMHO. Voilà, c'est bien, on a un beau panel. Ouais, donc c'est Hideshi Ino, un auteur que je suis très très amateur. Hideshi Ino, alors je crois que je l'ai vu à Bobo. Voilà, c'est un peu horreur. Je suis fan. Oui, c'est complètement horreur. Un peu beaucoup. Honneur pour enfants. Horreur pour enfants. Oui, donc c'est amusant parce que c'est une catégorie éditoriale, je ne sais pas si elle existe en France. C'est-à-dire, en tout cas, à traduire, ça doit rester, c'est de l'horreur, mais ça doit rester pour enfants. Donc dans le choix du vocabulaire, tout ça, c'est très intéressant. Pas aller trop loin. À traduire. Et c'est donc c'est lui qui a fait ce bonhomme avec un œil là. Oui, la fillette des enfers.
Donc c'est d'histoires plein d'humanité, pareil, ça parle souvent des gens mis au bas de la société, donc avec un twist horrifique total et fantastique. Mais ça s'adressait aux enfants et aux jeunes filles aussi. Un auteur que j'aime beaucoup, les filles. Et il paraît que donc au centre Pompidou, si je ne m'abuse, il y a une histoire complète, il y a les originaux d'une histoire complète, donc, La Fille des Enfers qui est exposée. Une planche originale. Voilà, de planche originale. Et alors il y en a un dernier qui se cache. Alors, moi, ça on n'est pas obligé de le faire. C'est une histoire, voilà. Donc ça, le type de manga commerciaux où chaque bulle a une information qui est censée, que vous êtes censé. Ça va direct à l'information. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de il n'y a pas de place au doute. D'accord. Et ça doit être fluide. Et voilà, on va directement. Et c'est là où en tout cas le métier de traducteur, on se rapproche plus de celui de dialoguiste parce que voilà, ce qui importe, c'est la fluidité, c'est c'est le message qui est important, c'est pas la façon dont c'est dit. Ah oui, Alors que vous avez l'autre côté du spectre, comme Oji Suzuki, c'est un des grands, pour moi c'est un des plus représentatifs de ça. Ce qu'il dit, on s'en fiche, c'est la façon dont il dit. Et oui, alors, et c'est vrai d'ailleurs, ça me fait penser à une question là, quand je vois vous déroulez les pages du manga. L'éditeur français, il vous envoie quoi, le manga japonais, vous dites allez traduis-le, ou il vous envoie... ça dépend. Alors des fois c'est à moi de me le procurer, donc je l'achète et ensuite je le fais rembourser. Des fois c'est simplement des fichiers en PDF. Fichiers de tous les textes. Voilà. Non, le PDF en fait du manga. Mais là oui, la plupart de moi j'aime beaucoup travailler sur papier, quoi, avec on appelle ça l'indexé. Donc c'est en fait j'aurais pu en prendre un. C'est vous avez en fait ça prend pas mal de temps. C'est vous avez donc l'exemplaire japonais, vous allez numéroter les pages, et ensuite numéroter les bulles, et numéroter les. Ah, c'est ça, d'accord. Numéroter les onomatopées et le reporter dans le fichier texte. D'accord. Voilà. C'est vous qui faites cette numérotation bulle à bulle, quoi. Exactement. Donc ça c'est un premier contact avec l'œuvre la plupart du temps. Donc moi je le fais vite, je lis pas, mais voilà, ça donne un petit peu une vue d'ensemble. On sait à quel endroit on risque de passer plus de temps, à quel moment, voilà, les chapitres qui vont aller plus vite. C'est un premier contact, c'est la numérotation, l'indexation des bulles et des cases. Très bien. Voilà, ça c'était une série particulièrement bavarde. Et alors on va en arriver au dernier, et on revient avec notre point de départ qui est le lézard noir. Et alors pourquoi je l'ai gardé pour la fin? Parce que l'ouvrage vient de sortir en France. Précisément, il est sorti en librairie le 19 juin. Ah, merci. C'est-à-dire, très peu de temps. Et il s'agit de Futaro, journal d'un réformé. Alors il y a 176 pages. C'est un manga en noir et blanc. Futaro Yamada en est donc l'auteur, mais il se trouve que Futaro Yamada, lui, il a écrit un livre, un journal. Et que c'est ce journal qui est en fait adapté par la dessinatrice Bun Katsuta. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est quoi ce journal? Qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça sort? D'où ça sort? Futaro Yamada, donc c'est un auteur de littérature. Enfin, c'est un auteur, un romancier japonais, donc très connu au Japon, qui a eu beaucoup d'influence. C'est lui qui a lancé la mode des ninjas, par exemple, dans les années 60. Des romans historiques de ninjas. Il a eu beaucoup d'adaptations aussi contemporaines en manga récentes, donc d'histoires de fiction. Et donc, étant donné que c'est un auteur qui a écrit des centaines de romans. Je ne sais pas si on pourrait comparer à Simenon chez nous, mais voilà, c'est un auteur de littérature populaire qui a beaucoup écrit et qui était. Est-ce qu'il est traduit en français? Non, il n'y a rien du tout. Enfin, je pense pas. Pas trop. Ça m'étonnerait. Et il se trouve qu'étant donné, paraît-il que c'était un preneur de notes frénétique depuis son plus jeune âge, il a toujours tenu des journaux intimes. Et étant donné sa notoriété, ces journaux intimes ont été publiés, si je ne m'abuse, dans les années 70. Et donc Bun Katsuta a choisi d'en faire une adaptation de ce journal intime, et pas n'importe quelle année, puisqu'il s'agit de l'année, c'est l'an 20 de l'ère Showa, donc l'année 1945, donc pour le Japon qui est une année fatidique.
Et donc c'est un manga en 3 tomes, donc le premier vient de sortir. Et ça commence, première entrée du journal, le réveillon, le 1er janvier 1945, et ça se termine le 31 janvier 1945. Et on fait toute l'année, avec ce point de pivot en août, donc la défaite du Japon, la capitulation du Japon. Et c'est... moi, je trouve ça magistral, la façon dont elle a rendu ça vivant, actuel, cet équilibre entre le tragique et le comique. Et le fait aussi que c'est pas du tout manichéen, parce que souvent en tout cas le regard qu'on a sur la guerre c'est après. Et là c'est en direct, c'est son journal d'étudiant en médecine qui était réformé parce qu'il avait je ne sais plus quelle maladie, mais en tout cas il n'avait pas le physique pour partir à la guerre. Heureux homme. Voilà, et qui est resté donc à Tokyo pendant les bombardements. Oui, et qui raconte comment il a été évacué ensuite à la campagne Aïda, comment il a vécu la défaite, comment il est, les dilemmes intérieurs parce que ce que je trouvais le plus intéressant, c'est que il est patriote, il adore le Japon, enfin il veut tuer les Américains, il veut que le Japon gagne, et ça se passe pas comme ça, et comment on voit le dilemme, comment il évolue, et c'est un point de vue qu'on n'a jamais, parce qu'on a toujours le point de vue des vainqueurs ou de l'après, ou des perdants, mais d'après les faits. Et là c'est en direct, et c'est vraiment plein d'humanité, et l'adaptation est magistrale dans le sens où dans le texte en VO, c'est un journal intime, donc c'est écrit dans un japonais, en tout cas avant la réforme de l'orthographe, donc c'est un japonais ancien. Et elle en a fait quelque chose de très fluide, très agréable à lire, et souvent très drôle. Les passages dramatiques sont dramatiques, enfin c'est comme ça un spectre d'émotions, et c'est passionnant parce que c'est une plongée dans une époque que tout le monde a oublié, qui est assez actuelle, mine de rien. Sur les détails de la vie quotidienne pendant la guerre, en fait, comment les gens faisaient pour aller se laver, comment ça se passait au bain public, dit avec humour. Donc, vraiment comprendre. Oui. Et donc, oui, cette réforme de l'orthographe, parce que pour vous, forcément, ça veut dire... alors oui, pour les gens qui ne sont pas forcément familiers avec le japonais, n'est-ce pas ? Donc, il y a 2 alphabets, plus des idéogrammes, voilà, c'est ça ? 2 syllabaires, plus des idéogrammes, et plus les caractères latins, le tout mélangé dans un mélange plus ou moins harmonieux de 4 systèmes d'écriture qui fonctionnent ensemble. Alors, comment c'était avant ? Et avant, c'était... comment dire, vous êtes obligé de d'abord, c'est des formes qui sont considérées aujourd'hui comme archaïques. En fait, vous avez une étape en plus dans la traduction, c'est de traduire du japonais au japonais contemporain. Donc ça prend un peu plus de temps. Et heureusement, par contre, justement pour les questions de fluidité, c'est ça qui est très agréable dans l'adaptation, c'est que les dialogues sont écrits dans un japonais contemporain. Donc là, j'ai pas forcément essayé de coloriser le texte pour le dater de cette époque. Mais par contre, le texte du journal, là, c'est en japonais ancien. Donc là, ce côté-là très langage écrit, parfois littéraire, et même parfois, presque plus que littéraire, oui, savant. Et donc, c'est en 1945, voilà, et en plus, c'est donc jeune étudiant romantique, il a des grandes phrases comme ça tout simplement genre sur la nature humaine, et c'est je l'ai déjà dit, mais on ne peut plus actuel. C'est assez fascinant. C'est une très grande découverte pour moi. Donc nous vous recommandons. Donc exactement, on vous la recommande chaudement. Journal d'un réforme. Voilà, et je remercie Stéphane d'avoir insisté pour que je le fasse, parce que moi j'étais là, non, c'est en japonais ancien, jamais ça prend trop de temps, j'ai pas le temps. Il a insisté, il a bien fait. Alors c'est vrai qu'on est à Kyoto, c'est là où vous habitez aujourd'hui. C'était vraiment aussi pour être en contact direct avec votre sujet, ou c'est vraiment un coup de cœur ? Pareil, le hasard des rencontres. Il se trouve que la fac que j'avais demandé se trouve à Kyoto. Donc la fac de Seika, l'université de Seika, donc qui travaille avec le musée du manga, et comme j'ai écrit un mémoire en japonais sur Garo, sur les débuts de Garo, voilà, ça tombait tout à fait, parce que Seika a un fond avec tous les numéros de Garo reliés. Et hasard également total, moi la première année où j'étais au Japon, j'étais lycéen à 17 ans, il se trouve que c'était aussi à Kyoto. Donc, je
je suis revenu sur mes propres traces un peu par hasard, et là j'y suis toujours. Oui, il y a pire quand même. Voilà, exactement. Je ne suis pas tombé au pire endroit. Il fait plutôt bon vivre. Et quand vous traduisez, effectivement, d'être sur place, ça a quand même pas mal d'avantages, ne serait-ce que pour demander autour de vous, ou avoir accès à la documentation. Voilà. Et dans le bain aussi, tout simplement. Ce qui demande parfois l'inverse, c'est de ne pas perdre le lien avec la langue française. Donc ça demande un lien un peu plus, proactif, de continuer de lire en français, en tout cas beaucoup, parce que c'est... Et quand vous lisez en français, justement, vous lisez quoi plutôt? Des BD ou... Alors, très peu de BD, malgré que j'adore la BD. Je pourrais même dire que parfois j'ai des lectures pas utilitaires, mais quand j'ai un peu besoin de vocabulaire. Des fois c'est au hasard, c'est-à-dire le livre que vous êtes en train de lire en ce moment, tout d'un coup vous avez une expression, ça je vais pouvoir l'utiliser pour... par exemple, la dernière fois c'était du cœur à l'ouvrage dans... jeunesse, mettez du cœur à l'ouvrage, quelque chose comme ça dans Martin Eden de Jack London. Je me dis, du cœur à l'ouvrage, très bonne expression, je vais la garder, je la garde sous la main. Et par exemple, pour le voyage de Shuna, j'ai relu les contes de Grimm, par exemple, voilà, pour avoir un peu le vocabulaire comme ça de cette époque. Pour Tsugie, souvent ça va être par exemple la Kawabata, la danseuse d'Izu, d'Asahi Osamu, enfin, mais comment dire, je pourrais être plus constant là-dedans, mais de temps en temps, c'est vrai que voilà, j'ai des lectures en fonction de ce que je traduis en ce moment. Je choisis mes lectures, mais la plupart du temps, c'est ce que j'ai sous la main. J'ai toujours beaucoup trop de livres. Et le pourcentage lu est beaucoup plus bas que le nombre de livres dans la bibliothèque, toujours. Très important. Oui, donc là, il n'y a pas ce blocage qu'ont certains écrivains de se dire... Non, moi je veux pas être influencé, donc il faut pas que je lise pendant mon travail. Au contraire, moi je cherche à être influencé. Je ne demande que ça, parce que c'est ça, d'enrichir son vocabulaire. La lecture, en tout cas de la langue française, peut être que bénéfique. Ou aussi également, ce qui m'aide beaucoup, c'est par exemple les podcasts, qui tombent à pic, pour avoir des vocabulaires justement oral des gens, les expressions, voilà, auxquelles dans la vie de tous les jours qu'on n'utilise pas, mais voilà, pour avoir d'autres registres de langage. D'écouter des longs entretiens de 3 heures pour savoir. C'est bien, ça vous laisse un contact avec la langue française. Exactement. Mais c'est important parce que c'est le cœur du métier, c'est le français, c'est pas le japonais. Donc voilà, Est-ce que vous faites de la co-traduction? Parce que j'avais vu des gens qui... Alors non, j'ai commencé comme ça, donc avec Aurélien. Mais j'ai jamais réitéré l'expérience. Après, parfois, c'est pas de la co-traduction, mais une fois que le texte est rendu, il y a un retour de l'éditeur et on discute sur certains points. En fait, c'est un des moments les plus intéressants, c'est d'avoir un retour, parce qu'en fait, la traduction, quand vous passez 60 heures seul sur un texte, au bout d'un moment, il y a ce côté-là de l'étang, enfin, pas l'eau commence à croupir, mais voilà, il y a besoin de secouer un peu le tout, de rajouter un peu de fraîcheur et d'avoir tout d'un coup un regard extérieur. Moi, c'est inestimable et ça aide énormément d'avoir un retour. Et ça dépend des éditeurs, il y en a qui en font, il y en a simplement des questions de forme, il y en a assez dans le fond aussi, où il y a vraiment de lecture. Mais c'est une des étapes en tout cas les plus intéressantes que je trouve, c'est d'avoir le retour, quoi. Parce que finalement, voilà, quand on passe beaucoup de temps sur une œuvre, on est tout seul avec, et oui, ça fait toujours du bien d'arriver un peu la pièce de temps en temps, c'est d'avoir un petit courant d'air frais, et les retours, voilà, moi, les retours précis, c'est toujours constructif. Mais ça dépend des éditeurs, une nouvelle fois. Mais travailler à deux, non, je l'ai jamais. Enfin, traduire complètement à deux, jamais. Je vous remercie. En tout cas, on a donné, j'espère, plein de conseils de lecture à nos auditeurs et nos auditrices. Oui, après, il y a plein d'autres mangas à lire, plein d'autres mangas qui sortent, plein d'autres. Voilà. Le marché, mais là il y a un petit panel d'éditeurs et par exemple Atrabil qui n'est pas spécialisé dans le manga, donc c'est intéressant parce qu'il apporte un autre lectorat aussi. Donc c'est accessible à un autre lectorat qui lit autre chose que du manga. Je mettrai toutes les références d'ailleurs dans la partie texte de l'épisode du podcast. Léopold, je vous remercie. Je vous en prie, merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je veux dire, et la playlist. Et la playlist. La playlist musicale. Et la playlist. Je l'attends avec impatience. Oui, enfin, la playlist Tsugi pour commencer.
Merci Léopold. Merci à vous pour votre temps. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. J'espère. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.